C'était un pont sur deux voies et un pont arrondi en pierre. Hein. Il y a une histoire sur le pont des Demoiselles et sur le nom, sur l'origine, qu'on appelait autrefois dans certains documents Lupun de las Putos. On peut l'expliquer par le fait que lorsque Riquet a construit le canal du Midi, lorsque les ouvriers travaillaient ici dans ce quartier pour creuser le canal, eh bien certaines demoiselles venaient soulager les ouvriers qui travaillaient pour la construction de ce canal. Et en plus, ça a été le premier pont fait sur le canal à Toulouse. Ça. Et maintenant, il a été démoli pour en faire un plus large. Ça. Il était joli ce pont, il était tout en briques rouges. De l'autre côté du canal, c'est toujours le pont des Demoiselles. Allée des Demoiselles, bon. Donc là... il m'était interdit de dépasser l'église quand j'étais petit. Et de l'autre côté du canal, c'était la haute bourgeoisie et on n'y allait pas. Voilà. Crampel ou Allée des Demoiselles, c'était défendu. Quoi. Parce que c'était considéré comme les bourgeois, les maisons de maître et compagnie. Et ensuite, vers Montaudran, à quel endroit s'arrête Montaudran et le pont des Demoiselles et Montaudran, j'en sais rien. Vous le savez? Personne ne le sait? Après, la route de Revel est devenue avenue Saint-Exupéry, donc c'était déjà plus la même chose dans notre idée. C'était déjà plus la route qui amenait vers quelque chose, vers Revel. C'était une avenue de Toulouse, quoi. C'était déjà plus la même chose. Un faubourg toulousain, accroché à son pont, à son nom, à son histoire. Le quartier du Pont des Demoiselles, ouvert sur la campagne lauragaise, se réveille au début du XXe siècle. La TECOR, c'est le point de départ de l'aéropostale, bien sûr. Jacques Marie. Puisqu'il s'est installé au Pont des Demoiselles dès 1916, au moment où on lui a demandé de construire des avions Samson à partir d'un entrepôt qu'il a construit carrément à Montaudran. Mais auparavant, il était constructeur au Pont des Demoiselles, à la place de Longométal, et qui est devenu maintenant, Super Casino, la place Mendes France. On y a fabriqué des wagons, bien sûr, au départ. Après ça, on a fabriqué dans le coin, ici, des wagons de voyageurs, des wagons foudre. C'était la spécialité de l'Intégreur, faire des wagons foudre. C'était pour transporter en bois. C'était des gros wagons en bois qui transportaient du pinard ou autre chose. Et pendant la guerre, donc, l'Intégreur a construit des obus ici, et une de ses spécialités pendant la guerre, ça a été de construire des popotes, c'est-à-dire des roulantes, c'est-à-dire là où on faisait à manger pour les soldats qui étaient à la guerre. Il y a eu un appel, moi ça m'a été raconté familialement, il a été dit que tous les gens du coin, il fallait qu'ils partent. Jacqueline Barra. C'était en 1944, moi j'étais bébé, à Saint-Orens, mon grand-père avait loué 2 petites pièces à une propriété. Et j'étais partie avec ma grand-mère me mettre un peu à l'abri. Ma grand-mère me disait toujours qu'elle avait entendu au poste dire les violettes vont se faner, les violettes vont se faner. 17 ans j'avais. Et alors, je me semble que c'était un samedi. André Vignard. Et effectivement, il y a les sirènes qui ont sonné, et puis on a entendu ces avions qui volaient là. Il y avait un clair de lune, si je me souviens bien, et on n'avait pas d'abri. On s'était mis sous l'escalier chez mes parents et on voyait les avions qui passaient devant nous, au-dessus de nous. Quand ça craquait le long de la voie ferrée, là, quand ils arrosaient chez Breguet, parce qu'il y avait Breguet à l'époque là, ouais. André Bonnour. Et là ça tombait, hein, des bombes. Alors on allait promener tout le temps avec mes parents le soir. On faisait un petit tour, mais j'étais tout le temps avec mon père, hein, parce que je sentais qu'il était plus costaud que maman, qu'il m'aurait protégé davantage. Vous voyez, j'avais ce truc-là. Et on allait chez Monsieur Simor, qui avait fait des abris, et on allait chez eux pour s'abriter. Je suis allée me mettre à l'abri dans la cave du voisin. Janine Vignard. On était là, à côté. Et alors, pareil, ça tombait sur le toit. Les éclats de la DCA tombaient sur le toit. C'était impressionnant. Hein, oui, oui. Alors en 1945, à la fin de la guerre, toute la jeunesse du Pont des Demoiselles est rentrée en France, en fait au quartier, et il s'est monté un club qui avait été supprimé pendant la guerre.
Dans ce club, il y avait sur 15 joueurs, on était 12 du quartier, donc 7 dans la même rue. Et nous sommes arrivés quand même 4 fois champions des Pyrénées. Les frères Vignard, monsieur Vignard qui a 84 ans maintenant, je crois que lui a été l'un des fondateurs du club du rugby du Pont des Demoiselles. Et ils étaient 4 frères et les 4 jouaient au rugby. Le stade du Pont des Demoiselles se trouvait où il y a la gendarmerie, qui allait de la route de Revel, c'était la route de Revel à l'époque. Ils allaient jusqu'à la Côte-Pavée. C'était une ferme, donc ils en avaient fait un terrain de sport. L'équipe du rugby, j'étais quand même jeunette. Les Vignares, j'ai connu, M. Solas. Qui c'est qu'il y avait? Il y avait le muet aussi qu'on appelait, le pauvre, parce qu'il vraiment, il parlait très très mal. Si, j'en ai connu pas mal. Et les Vignares, beaucoup. Les Vignares, mais il en reste encore. Et combien il en reste? Il y avait quand même quelques supporters. Après-guerre, il y avait quand même des gens qui avaient été privés de plaisir, tout ça, et alors ils sont venus quand même, puis ils étaient sportifs. C'est-à-dire que dans la rue, le soir, l'été, on s'asseyait devant la porte et on se réunissait, 2 ou 3 familles. On passait la soirée comme ça. Il n'y avait pas la télé à l'époque. Voilà. C'était des réunions. On parlait devant les portes, sur des chaises ou sur des murettes. C'était agréable parce que chacun, les voisins, on se mettait sur le bord. Nicole Lafont. Moi, j'habitais rue de la Briqueterie, mais on avait un très très grand jardin, donc les voisins, les locataires venaient, ils discutaient le soir, bon, quand il faisait beau, l'été, et nous, on jouait. C'était une occasion parce que les distractions, il n'y avait pas trop quand on était jeunes. À l'après-guerre, quand même, les fêtes locales ont été refaites, on s'est renoué. Au Pont de Demoiselles, sur la place Arnaud maintenant, qui était la place Pradal. C'est très bien parce qu'il y avait autant des personnes âgées qui avaient été privées de plaisir en faisant des choses et les jeunes qui ont mené danser là. C'était très intéressant. Il y avait la baloche et puis il y avait la refête. Nicole Mère. Alors la refête, c'était le week-end d'après et c'était en même temps que la fête de la place à la Côte-Pavée. Et là, on ne s'entendait pas du tout avec ceux qui descendaient de la Côte-Pavée. Pour nous, la baloche, c'était le Pont des Demoiselles, c'était ce qui se passait sur la place, et puis c'était notre petit microcosme, on se connaissait, et on ne voulait pas que les gens viennent de la Côte-Pavée. Oui, ça c'était bien. Hein. Alors il y avait la retraite au flambeau, et alors on partait avec les flambeaux, je ne sais pas comment ils appelaient ça, que l'on tenait, et on suivait, et il y avait la fanfare. Hein. Chaque commerçant donnait de l'argent pour que l'orchestre joue un air devant le magasin. Vous voyez? Alors ça partait donc du pont du Canal, ça retournait vers le chemin Carrosse. Vous voyez où est le chemin Carrosse? Ça revenait par l'Espinay. Et alors à chaque fois, à chaque magasin, il y avait l'orchestre qui jouait quelque chose. Et on marchait là et on suivait les filles et les garçons, on s'amusait, on faisait la farandole. Mais c'était formidable ça. Ce que l'on appelait le dimanche matin, ils passaient dans les maisons et ils étaient bien reçus, on les appelait les balochards. Alors ils venaient avec une petite cocarde en papier mâché ou une petite fleurette et on leur donnait quelque chose. Et le Lido, moi le Lido au cinéma, le Lido aussi malheureux, il y avait des puces des fois au Lido. On prenait de ces voyages de puces sur ces fauteuils, je ne vous dis pas. Hein. Il a été créé, je crois, un peu avant la guerre, en 1937 ou 1938, un truc comme ça. Et il y avait un monde de fou, hein. C'était plein, hein. Tout le quartier allait au Lido. Parce qu'avant, nous avions que à l'orphelinat de la Grande Allée. Le ciné bleu. Et c'était un cinéma qui était, dans le fond, rustique un peu. Oui, voilà. Là, oui, c'était l'occasion de se rencontrer, oui, c'est sûr. Daniel Pellissier. C'était l'occasion de se rencontrer. Sinon, après, à l'école, non, on était séparés. Il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre. Vous aviez les actualités, un dessin animé, ou un Zorro même, sur scène, peut-être un jongleur, ou un imitateur, ou un ventriloque, et après l'entracte et le film. Vous sortiez à 18h. Là, nous, on ne fabriquait rien. On stockait les aciers, on les revendait. Gisèle Rouquet. À tous les marchands de fer de la région, aux entrepreneurs. Il y avait aussi un service sanitaire. Alors on vendait aux plombiers, aux installateurs de cheval central, de lavabo, enfin à tous les grossistes et plombiers de la région. Vous aviez une grande usine, ça s'appelait le campement, ils faisaient des vêtements militaires. Et c'est vrai que moi j'avais des copines dont les mamans ont travaillé là, c'était des 50 heures par semaine. Hein. Et après il y a eu, moi je ne l'ai pas connu, un peu plus haut soi-disant, une usine de chaussures. Après Longométal, ce que nous on appelle les anciens, les aciéries de Longo et Longométal,
en allant vers le canal, vous aviez une grande savonnerie qui s'appelait la lessive Maurice et qui employait beaucoup de gens. Ils faisaient des savons, des cristaux. Et de l'autre côté du canal, côté boulevard de la Marne, là, il y avait une grande entreprise de sommiers qui s'appelait Flim et Picot. Il y avait après la vinaigrerie La Française. Et ça a employé, ça j'en suis à peu près certaine, des gens du quartier quand même. Bon, plus loin, il y avait Chouvel, mais ça faisait partie de Montaudran. C'était une usine où on faisait les boîtes de conserve, tout ça à l'époque. Il y avait une usine Baroussel qui faisait des chaussures. Ils étaient nombreux. Il y avait peut-être plus de 500 employés là. Il y en avait une autre à l'île Demoiselle, en face le chantier du Radou. C'était l'usine Blanc qui faisait des chaussures aussi. Il y avait le café Biec à l'Espinette. Il y avait la brasserie Mon Plaisir au bord du canal. Mon Plaisir ça s'appelait. Et sur le boulevard Mon Plaisir, il y a la rue Mon Plaisir. Et ça, c'est pas le pont des Demoiselles. c'est limite, Janine. Enfin, Et avenue l'Espinay, il y avait Sainte-Livrade, il faisait les caveaux, avec le marbre, tout ça. Il était sur la gauche. Quand on allait au catéchisme, nous, on s'y arrêtait là. C'était tout ouvert, il y avait les plaques de marbre, tout. Bon, on regardait, on faisait les curieuses. Alors là, les aciéries de Longwy, ça s'est agrandi. Et alors à ce moment-là, ils ont déménagé à Colomiers en plus grand, Longométal. Et là, ça a été repris par Casino. Mon grand-père avait ouvert la boucherie en 1926 avec ma grand-mère. Henri Ramel. Et on est resté dans le quartier depuis cela. Ils avaient une devanture avec 2 beaux chevaux dorés. Et quand c'était le moment des fêtes, évidemment, il y avait des fêtes de Noël, il y avait les chapeaux, il y avait la volaille, il y avait toutes sortes de victuailles, on va dire. Mais il y avait beaucoup de commerces à l'époque. Et il y a eu l'opportunité d'acheter là. Et bon, et voilà. Ça s'est fait, c'était un quartier qui était très, très, très animé. Comme est animé maintenant les minimes sont très animés aussi. Quand les grandes surfaces se sont montées, ça a donné un coup de frein au petit commerce, vous le savez ça d'ailleurs. Voilà, et alors les commerçants pour tenir le coup, c'est pas évident. Des propriétaires qui demandent trop cher des loyers aussi, ça compte. Il y a quand même encore beaucoup de commerces. Alors, il y en a qui ont fermé et qui n'ont pas été remplacés malheureusement. Julie Labeta. Je pense à la charcuterie et à la boucherie qui avait un peu plus haut sur l'avenue Saint-Ex. Mais après, il reste quand même des boulangeries, il y a des coiffeurs, il y a la pharmacie, il y en a même plusieurs. Il y a les médecins qui sont sur le quartier aussi. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une belle offre au niveau soins et commerce. Voilà, il y a le petit casino, là, la petite surface. Enfin, je trouve que vraiment, si on veut vivre vraiment sur le quartier, on peut. La briqueterie, oui. C'était au moment des rapatriés. Henri Grabier. Il y a eu beaucoup de constructions à ce moment-là, parce que le gouvernement, il fallait qu'ils absorbent tous ces gens-là. Et il y avait de tout. Il y avait des cadres supérieurs, il y avait des techniciens, ils ont été logés ou dans le centre, ou bien au Mirail. Mais il y avait des familles pauvres. Personne n'en voulait de ces gens. Donc forcément, ici, ils n'avaient pas le droit d'accès aux activités, sinon... Sylvie Sarda. Sinon, les autres enfants partaient. Enfin, c'était un peu compliqué, si tu veux. Moi, je voyais ça un peu de loin, comme ça. Et puis après, donc, à 8 ans, moi, j'étais une des seules à rester au cinéma, avec tous ces enfants-là qui venaient. Et pour moi, c'était très marquant ce fait de dire tiens, là, et j'avais une copine, je dis mais pourquoi toi tu viens pas aux ateliers? Mais non, il faut que je vienne au cinéma, mais c'était tout, quoi. Il y avait des pétitions pour le faire partir, ça a été très dur. On s'est mobilisé pendant quelque temps pour les aider. Il y avait des catéchistes qui y allaient pour essayer de les assimiler un peu. Moi qui avais les enfants de la briqueterie, donc beaucoup d'enfants étrangers. Geneviève Crespi. Ces enfants manquaient souvent l'école. Et devant l'école, il y avait un îlotier qui faisait traverser les enfants. Et donc, on discutait le matin et il connaissait tous les enfants. Et alors souvent, il venait me voir dans la classe le matin, il me disait « Alors, qui c'est qui vous manque aujourd'hui ?» Et il partait à la briqueterie, chercher les élèves et il me les ramenait. Donc j'avais des absents en début de matinée, mais en fin de matinée, tout le monde était là. Alors à force de pétition, mairie, on a trouvé l'astuce que cet immeuble était dans l'axe du terrain d'aviation et gênait
Alors, on a démoli. Et ils ont été déplacés au Mirail surtout, et un peu partout. Il y avait un foyer pour les garçons, pas pour les filles. Ils avaient un local tout à fait à côté de l'église qui s'appelait le Syntax et ils étaient très actifs. En 1962, on s'est retrouvé avec Bernard à une réunion de jeunes sur la paroisse. Serge Morgot. Et on a décidé de faire un groupe de chants. Alors au début, ça a été 4 chansons. Et puis petit à petit, le groupe s'est étoffé. On s'est retrouvés, on était 8. Alors moi j'étais très soucieux. J'ai dit ça ne peut pas durer ça. Alors ils ont accepté. Ils ont fermé le foyer et ils sont allés s'installer dans la maison des jeunes qui était sur l'avenue. Là. Elle existe toujours, je crois, cette maison des jeunes. Et un jour, Jean-François nous a proposé de faire du négro. Children, go where I send thee. My brother, how will I send thee? I'm going to send thee one by one, because one was a little deaf baby, born in Bethlehem. Et c'est comme ça qu'on est parti sur le spirituel. How will I send thee? I'm going to send thee one by two, because the two was a pole. Et alors là, ça s'est enchaîné, donc on avait des disques, on avait des partitions, enfin on s'est débrouillé, c'était assez rigolo, quoi. Et dès que la Maison des Jeunes a été inaugurée, c'était dans l'école. Bernard Cazeneuve. On était assis sur les bureaux des écoliers, on écrivait nos musiques sur les tableaux, enfin on était à l'école et on chantait. Je les ai vus jouer, je connais j'en connais 2 très très bien, dont Serge, qui est un ami d'enfance de 65 ans. Donc je crois que pour les avoir connus, je les ai bien connus, je les connais encore, on a du plaisir à se retrouver, et oui. Ça fait partie aussi de nos antiquités, si on peut appeler ça des antiquités. Puis il y a eu mai 68. Alors là, mai 68, il est interdit d'interdire. Alors ça a eu beaucoup de conséquences. Moi, j'ai eu 2 vicaires qui ont quitté l'église, qui se sont mariés. Je suis même certain que le curé de la paroisse a poussé des jeunes, dont je faisais partie, à venir à la Maison des Jeunes. Alain Cazeneuve. Parce que, effectivement, c'était trop restrictif, la paroisse. Effectivement, pas pour une notion obligatoirement de déclin ou quoi que ce soit, mais c'était enfermé. Ceux qui ne voulaient pas aller à la paroisse, ils n'avaient rien. Donc, ils étaient exclus du milieu jeune. Et ça se sclérosait, ça vivait en circuit fermé. L'Église était considérée, et c'était vrai, comme une puissance. C'est arrivé tout d'un coup, ça. Quand j'étais curé, jusqu'à la fin, les 90% des garçons et des filles de 12 ans faisaient leur communion solennelle. Et les jours au lendemain, ça s'est arrêté. Ils ne sont plus venus. Là, c'était la fin, là. Mais il y avait quelque chose de cassé. Et puis il y a la MJC à côté. Et or, à la MJC, j'y suis depuis 1990. Donc je faisais au départ, j'allais avec Sylvie faire les danses internationales. Et puis après j'ai fait de la photo, puis j'ai fait de la sophrologie, puis de la gym, puis de l'informatique. J'ai fait un peu de tout. Et je ne pensais pas encore fini, je découvrirais d'autres choses. J'ai connu la MJC dès le départ. En 64, j'avais 21 ans, donc je savais ce qu'était la MJC. Bon, la MJC, ça fait partie du quartier. Là, c'est comme la poste, ça fait partie du quartier. Il y a des équipements de quartier qui sont anciens et qu'on a toujours connus et pour lesquels on a quand même encore beaucoup d'amitié. Il y a très très longtemps, quand j'avais 18 ans, j'avais commencé
à danser avec des copines qui m'avaient emmenée comme ça 1 ou 2 fois dans des balles. C'était génial, des farandoles, je ne me rappelle plus trop. Et après, j'ai voulu retrouver ces danses-là. Et je suis venue à la MJC, mais en fait, je pense que c'est ces copines à moi là qui m'ont rebranché sur les danses traditionnelles. Vous avez dû le voir, ici, il n'y a pas de différence d'âge, ni de sexe, ni quoi que ce soit. Georges Labouisse. Tout le monde danse avec tout le monde, quel que soit... Moi, je suis déjà un peu âgé, vous voyez, bon, mais quand quelqu'un qui n'a que 20 ans vient me faire danser, ben, ça me fait plaisir. Et ça prouve qu'il n'y a pas... voyez, de tabou sur l'âge, sur quoi que ce soit. J'ai appris à danser ici. Je venais, il y avait une initiation avant le bal, quelqu'un qui nous apprenait. Je crois que une des premières danses, c'était les sauts béarnais quand je suis arrivée. Puis après, chaque fois, il y avait d'autres danses et j'ai appris aussi après pendant les bals avec les personnes qui m'invitaient et qui m'apprenaient sur le tas, quoi. Cette MJC attire beaucoup de monde de l'extérieur du quartier et donc ça fait une animation supplémentaire aussi. Ça fait rencontrer des gens peut-être des autres quartiers. Tout n'est pas centré sur le quartier ici. Cette salle-là, elle était réputée parce qu'on est un groupe qui bouge beaucoup. Nasser Kadir. Et qui est reconnu, on va dire, mondialement, avec Nadine aussi, qui a été champion du monde 2 fois et champion d'Europe. Donc voilà, il demandait de nous voir et il venait au Pont-Demoiselle. Donc petit à petit, après, il voyait les Ponts-Demoiselle, il connaissait les Ponts-Demoiselle. Même quand on les revoyait parce que nous on est reparti à Los Angeles, il disait Pont-de-Demoiselle comme ça et tout. Donc c'était marrant aussi. Ici on a fait du rap, on a fait de la danse. Martin AUA. On a créé aussi un petit événement avec la MJC en 2006. C'était un battle qu'on avait fait au niveau du Krebs. Moi, personnellement, j'avais regretté beaucoup le départ de la MJC du local actuel. Bon, pourquoi ? Parce que j'y suis attaché, parce que ça fait quand même, je sais pas, 25 ou 30 ans que j'y viens, c'est sûr. Puis ces murs, bon, on les connaît depuis longtemps et tout. C'était très agréable, mais bon, il y avait pas mal d'inconvénients, parce que c'était quand même petit, ça faut le dire. Dans la nouvelle MJC, il y aura davantage de place. Elle sera un peu plus loin, alors j'ai peur qu'elle soit un peu excentrée par rapport à la population d'ici actuelle, quoi. Je suis très contente. Je suis très contente de revenir dans ces locaux, même si ma classe va être la mairie annexe, une de mes classes, et puis l'autre va être au-dessus de la salle de spectacle. Elle était là. Mais je trouve très bien. Je trouve que ça fait une boucle pour moi. Voilà. J'étais à cet endroit-là. J'ai enseigné à des enfants, j'espère que j'ai pu les aider beaucoup. Et j'ai pris ma retraite et je reviens là-bas, ça fait un cercle. Pour moi, c'est important. Je vais revenir à l'école, non seulement je vais revenir à l'école, mais souvent je dis avec humour, je suis née au Pont-Demoiselle, je vis au Pont-Demoiselle, je travaille au Pont-Demoiselle, je vais mourir au Pont-Demoiselle, la boucle est bouclée. Je pense qu'effectivement, quand je serai à la retraite... Voilà, j'aurais dit, voilà, j'ai fait ma boucle. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer ici et beaucoup de bonnes choses à venir. Et Cécile Renon. Qui fait qu'on se sent bien et qu'on sait que il y a des promesses d'avenir, quoi. Vous avez failli pas avoir de train, hein ? Faut attendre 7 heures pour avoir le carillon. Reportage et réalisation, Michel Matt. Montage et mixage, Grand Gilles. Une production, Corporation des Crieurs de Corps et Vins.